Bonjour à tous, bienvenue pour le dernier webinaire de l'ORI du prix du livre géopolitique. Donc c'est un vrai honneur de pouvoir fermer le bal avec une super chercheuse encore sur un terme bien différent de ce qu'on a eu depuis le début. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte Mazet, la présidente de l'Observatoire étudiant des relations internationales pour cette année qui est un think tank propulsé par les étudiants de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. C'est la première année, comme vous le savez, qu'on fait le prix du livre géopolitique. Et c'est un honneur, du coup, d'accueillir Madame Chloé Delaporte pour son livre que certains ont déjà lu, du coup, Géopolitique du cinéma. Donc, pour rappel, elle est professeure des universités en études cinématographiques et audiovisuelles à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Et ses principaux thèmes de recherche sont la socio-économie et les conditions de diffusion et de circulation des films. Et donc, du coup, l'ouvrage que l'ORI a retenu cette année de Madame Delaporte, c'est Géopolitique du cinéma, qui aborde différents thèmes, notamment le cinéma comme arme de soft power, voire de propagande. On a aussi toute une partie sur les questions de censure. Et ce qui est intéressant, c'est que, et je pense que c'est pour ça que vous l'avez sélectionné cette année, c'est parce qu'on a aussi à la fois les enjeux historiques avec les grandes puissances économiques et culturelles, mais on a aussi une vraie part de nouveauté dans cet ouvrage, notamment avec les questions de diversité, d'inclusion et de lutte contre le changement climatique, avec notamment une superbe référence au film Don't Look Up que certains ont vu, qui est disponible sur Netflix. Du coup, je vais pas être plus longue pour pouvoir bien laisser le temps créer un débat avec la chercheuse qu'on a ce soir. Pour rappel, le format est le suivant. On va d'abord avoir un temps de présentation de Madame Delaporte et les questions seront à la fin. Il ne me reste plus qu'à vous dire que le séminaire est enregistré. Je laisse Madame Delaporte commencer le webinaire. Merci beaucoup pour cette, cette présentation. Merci plus généralement pour l'intérêt que vous avez eu et que j'espère vous aurez pour cet ouvrage. Donc, je vais essayer de me fondre un petit peu dans ce qui m'a été demandé. Je vais commencer par présenter l'ouvrage. Je dirais rapidement quelques mots voilà, de qui je suis, d'où sort cet ouvrage et dans quel contexte il a été écrit. Et je vais essayer de laisser le plus de temps possible aux questions en espérant que vous en ayez. Je serai ravie d'y répondre. Donc l'ouvrage, je vais le montrer aussi parce que quand même, il y a toujours une dimension un peu auto-promo, donc je le remontre. Donc c'est un ouvrage qui s'appelle Géopolitique du cinéma, qui est sous-titré De la mondialisation à la plateformisation, qui a été publié aux éditions du Cavalier Bleu en 2023, en mars. Donc il est relativement récent. Et je commence la présentation par une information qui peut paraître très prosaïque, très secondaire, mais qui, je pense, est importante. C'est une commande de l'éditeur. Donc, ça veut dire que j'ai été contactée par l'éditeur pour écrire le livre, ce qui veut dire que j'ai dû aussi me fondre dans un format imposé par l'éditeur. Et je ne dis pas imposé de manière négative, parce que les contraintes éditoriales, elles sont aussi souvent dans la recherche, mais vous devez le voir, en tout cas pour celles et ceux d'entre vous qui sont étudiants et étudiantes, la contrainte des fois du format force à certaines réflexions, à repenser la manière dont on a l'habitude de travailler. Et voilà, par exemple, je n'avais pas le droit aux notes de bas de page, et c'était une grande nouveauté pour moi. Et au début, c'était très paniquant parce qu'on utilise beaucoup les notes de bas de page pour faire des précisions, pour amener des éclairages, etc. Et voilà, j'avais un peu l'impression de partir faire une course avec, je ne sais pas, les jambes attachées ou un boulet au pied. Et en fait, ça a été quelque chose d'assez intéressant pour moi. Ceci étant dit, une autre précision aussi sur le cadre et sur la collection Géopolitique 2, qui est gérée par les éditions donc, du Cavalier Bleu, ce sont des ouvrages qui se destinent à un public non spécialiste. Alors, quand je dis non spécialiste, c'est à la fois des lecteurs, lectrices qui soit sont plutôt familières des questions géopolitiques, mais pas du tout du cinéma, soit des gens et des lecteurs, lectrices qui sont spécialistes ou fins connaisseurs du cinéma, mais pas du tout des aspects géopolitiques. Moi, je m'inscris un petit peu plus dans ce champ-là, dans le sens où je suis donc professeur des universités, je vais en reparler très rapidement après, mais en études cinématographiques et audiovisuelles. Et une des gageures, une des difficultés, on va dire, de ce que je fais, est qu'en études cinématographiques et audiovisuelles, les questions géopolitiques, mais plus largement les questions économiques, sociologiques, sont
assez peu développé. Alors bien sûr, hein, je ne suis absolument pas toute seule, hein, il y a un certain nombre de chercheurs et de chercheuses qui développent ces approches-là, mais ce n'est pas ce qui est le plus développé en études cinématographiques et audiovisuelles, où on va plus volontiers aborder le cinéma comme un art, comme une forme artistique et culturelle, et pas tellement comme une industrie. Donc l'enjeu, c'était aussi de remettre le cinéma au cœur du propos, mais de l'envisager avec un regard qui soit quand même un petit peu industriel, ou en tout cas d'assumer, de considérer le cinéma comme une industrie culturelle. Alors, ce qui était intéressant aussi, alors je reviendrai en quelques mots sur mon parcours, mais je ne suis pas géopoliticienne, je ne prétends pas être spécialiste des aspects géopolitiques, j'ai une formation en sociologie, en socio-économie. L'intérêt pour moi de porter un regard géopolitique sur le cinéma pour l'ouvrage, c'était un petit peu de réunir, réconcilier, le terme est un peu fort, mais de cumuler, d'entremêler justement la perspective du cinéma comme art et la perspective du cinéma comme industrie culturelle, c'est-à-dire de traiter à la fois les enjeux artistiques et culturels du cinéma et les enjeux économiques ou plus strictement financiers. Et je crois qu'on ne peut pas vraiment se départir de l'un ou de l'autre parce que penser, par exemple, la question propagandiste, penser le cinéma en termes de soft power, on peut ni faire l'impasse sur les enjeux économiques et financiers que ça représente, ni faire l'impasse sur la fonction symbolique, la fonction culturelle, la dimension vecteur d'idées, vecteur de messages, qui est très, très liée à la question cinématographique. Donc, c'était vraiment l'idée. J'ai envie de dire que l'objectif fondamental, c'était d'articuler un petit peu ces deux dimensions, et c'est dans cette idée-là que le livre a été conçu, a été écrit. Alors, j'avais donc cet objectif principal-là, qui était l'articulation entre ces dimensions économiques et cette dimension plus artistique et culturelle, avec une triple volonté. C'est un peu ce que j'ai jeté sur le papier là, et ce que je voudrais partager avec vous, c'est-à-dire les trois éléments ou les trois enjeux qui, pour moi, étaient importants, ou en tout cas les trois... Oui, les trois enjeux qui me semblaient importants et que je voulais voir transparaître au sein de l'ouvrage. C'est un peu les trois mantras, les trois guidelines, les trois post-it que j'avais sur mon écran quand je rédigeais l'ouvrage, et que je voulais absolument conserver sur toute l'écriture du livre. Le premier, c'était une volonté d'historicisation. Volonté d'historicisation, c'est-à-dire la commande de l'éditeur, et ça me semblait important, c'était de répondre et d'éclairer un petit peu les enjeux contemporains. Je vais en reparler un petit peu plus tard sur la plateformisation, les enjeux climatiques, de diversité culturelle, etc. Donc, il fallait parler d'enjeux contemporains, mais je crois qu'on ne peut pas parler d'enjeux contemporains sans les historiciser, sans les réinscrire dans une histoire du cinéma, bien sûr, mais une histoire sociale, une histoire culturelle, une histoire politique. Et il fallait, à mon sens, nécessairement repasser par des éléments de contextualisation historique. On oublie, par exemple, on parle beaucoup d'Hollywood, mais on oublie que avant Hollywood, il y avait la France. Alors, c'est pas pour être chauvine ou pour remettre de la France, mais jusqu'aux années 20, la France, c'est l'industrie cinématographique la plus puissante à l'échelle mondiale. En 1907, c'est un chiffre que je donne dans l'ouvrage, en 1907, 2 tiers des films qui sont distribués aux États-Unis sont des films européens. Donc, on fait un petit peu comme si c'était Hollywood qui avait tout inventé. C'est en partie vrai, mais ça n'a pas été le cas tout de suite. 1920, pour un historien ou une historienne du cinéma, c'est déjà très tardif. J'ai des collègues qui sont spécialistes bien avant ça, ce qu'on appelle le cinéma des premiers temps, même si l'expression est contestée par un certain nombre de collègues. Donc, il y a quand même il y avait un enjeu pour moi de remettre aussi un petit peu des éclairages historiques, un petit peu techniques aussi sur ce qui s'était passé avant qu'Hollywood s'impose comme une puissance hégémonique. Cette question d'historicisation, elle était aussi importante pour éclairer la question du soft power. Alors, on parle beaucoup de soft power. Alors, je ne vous fais pas un cours sur le soft power. Vous connaissez, j'imagine que vous travaillez ça beaucoup, mais envisager le cinéma comme une arme ou comme un outil de soft power, ça ne peut pas se faire, à mon sens, si on ne parle pas de hard power. Essayer de comprendre, par exemple, pourquoi ou comment le Japon s'est imposé ou est devenu
est même resté pendant très longtemps, maintenant c'est la Chine depuis quelques années, mais est resté pendant très longtemps le premier marché extérieur des États-Unis. Si on ne parle pas de l'occupation américaine du Japon, ça paraît quand même un petit peu difficile. De la même manière, je parle un peu dans l'ouvrage du phénomène Hallyu, donc la vague un petit peu de culture sud-coréenne. Bon, parler du phénomène Hallyu sans passer par l'occupation japonaise de la Corée, sans passer par la réaction aussi de la Corée du Sud au plan Cool Japan et à cette institutionnalisation d'un soft power japonais, ça me paraît quand même un peu difficile. Alors, ça ne veut pas dire que dans le livre, je refais l'histoire de l'occupation américaine du Japon ou de l'occupation japonaise de la Corée, mais ça veut dire que j'ai essayé d'historiciser un petit peu les phénomènes qui sont en général pensés qu'au sein du cinéma pour les réinscrire dans une plus large histoire politique. Et du coup, de penser aussi, oui, ce soft power en fonction d'un plus large hard power, j'ai envie de dire. La deuxième, j'ai d'autres exemples, mais je ne vais pas développer. Et puis, il faut que j'arrive à tenir un petit peu mon temps, parce que sinon, j'ai une petite tendance à la bavardise. Je crois que c'est un défaut classique chez les chercheuses. Le deuxième élément qui était important pour moi, donc si le premier, c'est l'historicisation, le deuxième, c'était la volonté, ou en tout cas le souhait, de casser ou m'éloigner ou me départir, autant que faire se peut, d'un certain ethnocentrisme qui est quand même très, très fréquent, qui n'est pas conscient la plupart du temps, mais qui voilà, est quand même assez fréquent dans les milieux de la recherche, en particulier dans les disciplines artistiques et culturelles, où on est beaucoup focalisé sur l'histoire des représentations. Un ethnocentrisme qui n'est pas complètement possible, en tout cas se départir de cet ethnocentrisme n'est pas complètement possible, ne serait-ce qu'en raison d'un accès linguistique. Je parle anglais, un peu allemand, enfin, je dis allemand, mais c'est des vieux souvenirs du lycée, mais suffisamment pour pouvoir me servir de quelques textes, mais je ne lis pas le mandarin, je ne lis pas l'arabe, je ne lis pas tout un tas de langues, et donc forcément, les sources sur lesquelles j'ai pu travailler, notamment en termes de données socio-économiques. Dans l'ouvrage, je présente un certain nombre de tableaux, de graphiques que j'ai réalisés. Pour pouvoir m'appuyer sur des sources, j'ai dû lire des chercheurs et des chercheuses qui écrivaient dans des langues que je comprenais. Donc, quand je travaille sur la Chine, par exemple, je travaille en fait sur des chercheurs occidentaux qui ont travaillé sur la Chine. Je ne travaille pas directement à partir des données produites par des chercheurs ou des chercheuses chinois et chinoises. Donc, forcément, même en essayant de me départir de cet ethnocentrisme, je ne suis pas non plus complètement naïve en imaginant, voilà, arriver aujourd'hui et vous dire, regardez, j'ai révolutionné la pensée du cinéma en me départissant complètement de ça. Non, je n'ai pas cette prétention, mais j'ai eu quand même la volonté de au moins avoir conscience de ça, c'est-à-dire interroger l'ethnocentrisme du regard sur l'industrie cinématographique. Cet ethnocentrisme, il passe beaucoup par la tendance, j'ai envie de dire, à analyser tout ce qui se passe dans le marché mondialisé du film. Alors, on peut discuter un marché mondialisé. Dans le livre, je l'écris avec une majuscule, avec un point d'interrogation, parce que ça me paraît... voilà, c'est un marché mondialisé à l'échelle très occidentale, donc mondialisation un petit peu à nuancer, mais on ne peut pas penser ça complètement sans voir ou en niant l'hégémonie hollywoodienne. Donc, il ne s'agissait pas de nier l'hégémonie hollywoodienne, ou de camoufler le fait qu'une grande partie des industries cinématographiques à travers le monde se sont structurées, se sont établies sur un modèle hollywoodien, aussi en raison d'un hard power que j'ai signalé plus tôt. Il ne s'agissait pas de camoufler ça, mais de l'interroger. Je prends un exemple. Il y a un moment, je parle un peu, je prends différents indicateurs socio-économiques pour évaluer les rapports de force entre les États, entre les cinématographies. Un de ces indicateurs socio-économiques, c'est les volumes de production, c'est-à-dire qui produit le plus de films aujourd'hui dans le monde. Quand on regarde ces chiffres-là, on s'aperçoit que les États-Unis, ce n'est pas les plus gros producteurs de monde. C'est les plus gros exportateurs, mais ce n'est pas les plus gros producteurs de films dans le monde. Loin devant, on a l'Inde et le Nigeria. Alors, c'est très bien de dire ça, c'est super, mais ça participe en fait d'une forme d'ethnocentrisme, ou en tout cas de regard occidentalo-centré, au sens où dire que l'Inde, par exemple, c'est le plus gros producteur de films au monde, oui, mais l'Inde, c'est 28 États, c'est une multiplicité d'industries cinématographiques. Alors, on peut parler de Bollywood, l'industrie qui est à Mumbai, qui tourne en Indie, etc., qui est la plus connue et
et beaucoup d'Occidentaux d'ailleurs utilisent le terme Bollywood pour caractériser le cinéma indien, mais ça n'est qu'une petite partie de la production indienne. Donc, en fait, dire l'Inde est le plus gros producteur de films au monde, ça participe d'une vision très occidentale qui fait comme si l'Inde était une seule industrie cinématographique homogène. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire que l'Inde n'est pas le plus gros producteur ou l'un des plus gros producteurs de films au monde, mais voilà, j'ai essayé de veiller à ces nuances autant que faire se peut et du coup, je pense de lire un petit peu autant que possible les chercheurs et chercheuses concernés et celles et ceux qui sont spécialistes de ces cinématographies et donc d'aller voir un petit peu les chercheurs qui sont spécialistes de Kollywood, de Tollywood, c'est-à-dire des industries qui vont tourner aussi en Telugu, en tamoul, pas simplement en hindi, qui sont les films les plus visibles sur la scène internationale. Donc, cette volonté aussi de se départir d'une vision un petit peu trop occidentalo-centrée, elle s'est traduite aussi par une attention, je l'espère, à ne pas tout penser à l'échelle internationale. C'est-à-dire que la volonté de penser international, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier qu'à l'échelle locale, alors vous connaissez l'adage think local, do global, ou je ne sais plus, je suis en train de complètement tordre l'adage, mais vous rectifiez dans votre tête. L'idée, c'était aussi de penser l'échelle régionale. Si on prend, je ne sais pas, les 10 premiers marchés mondiaux du film, bon, on ne va pas avoir la Turquie, parce que vous imaginez bien qu'on ne pouvait pas non plus parler de l'intégralité des cinématographies du monde, donc on prend les cinématographies qui pèsent le plus, on va dire, à l'échelle internationale. Si on ne fait que ça, on ne parle pas de la Turquie. Et pourtant, la Turquie, à l'échelle régionale, c'est considérable en termes d'influence, en termes d'échanges, en termes de valorisation de la Turquie, en termes de tourisme, même culturel. On sait le poids qu'ont eu, par exemple, les séries turques. Le gouvernement turc a un gros travail d'incitation à la production de séries. La diffusion des séries turques dans tout le monde arabo-musulman, ça a un effet très concret sur le tourisme, avec une augmentation du tourisme arabo-musulman en Turquie. Et ça, c'est très, très bien mesuré par les géographes, par les spécialistes du tourisme. Donc, il fallait aussi articuler une dimension mondiale et une dimension régionale pour essayer de voir à des échelles plus réduites comment est-ce que la circulation des films pouvait s'opérer. Ce qui veut dire qu'il s'agissait de ne pas penser uniquement les rapports nord-sud, mais aussi les rapports sud-sud, par exemple, et de décaler un petit peu la focale. Je ne suis pas du tout en train de suivre ce que j'avais écrit, mais ce n'est pas très grave, on va dire que si je le dis, c'est que c'est intéressant. La troisième chose qui était importante pour moi, mais qui était aussi d'ailleurs importante pour l'éditeur, et d'ailleurs je dis l'éditeur, mais je devrais dire les éditrices, puisque j'ai essentiellement travaillé avec des interlocutrices au sein du Cavalier Bleu qui sont gérées par une éditrice. La troisième chose importante, c'était de ne pas me cloisonner au cinéma. Alors, ça ne veut pas dire que je ne fais pas de différence entre le cinéma et l'audiovisuel. Ce qu'on appelle en études cinématographiques et audiovisuelles, l'audiovisuel, c'est en gros tout ce qui n'est pas du cinéma. Donc la télévision, mais en fait aujourd'hui beaucoup les plateformes, ce qui va être proposé en streaming, être proposé via d'autres canaux de diffusion. L'enjeu, ce n'était pas d'aplanir les différences ou de mettre tout ça dans le même sac, mais de bien voir que les enjeux sont liés. De bien voir que quand on veut comprendre, par exemple, les enjeux aujourd'hui, je prends un exemple concret, les enjeux aujourd'hui en France de l'Arcom. Donc, vous savez, l'Arcom, c'est la fusion de l'ex-CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et Adopi. Vous avez peut-être pour certaines reçu des courriers d'Adopi quand vous aviez des pratiques illégales de téléchargement. Il y a un enjeu fort aujourd'hui en France de l'Arcom qui est un conventionnement avec les plateformes, un enjeu de transposition dans le droit français de la directive européenne SMA. SMA, c'est les services de médias audiovisuels à la demande. Bon, quand on essaie de comprendre ces enjeux de régulation publique, si on le fait en isolant l'industrie cinématographique des enjeux de plateforme ou de diffusion télévisuelle, à mon sens, on passe à côté de quelque chose. Si on veut comprendre, par exemple, les politiques protectionnistes d'un certain nombre d'États, et qu'on isole l'industrie cinématographique et la question des plateformes, on passe à côté d'un certain nombre de choses. Si on prend le cas de la Chine, par exemple,
essayer de comprendre la politique des quotas en Chine, qui est un système relativement unique. Alors, des politiques des quotas, il y en a dans plusieurs pays, hein, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. En Corée du Sud, par exemple, il y a une politique protectionniste assez forte avec des screen quotas, mais qui porte sur le temps d'écran. Il faut il faut que les salles consacrent. Alors, avant l'adhésion à l'OMC, je crois que c'était 146 jours. Maintenant, je crois qu'on a 73 jours. Il faut qu'il y ait 73 jours par an qui soient consacrés à des films sud-coréens. En Chine, ça se compte en nombre de films. 34 films étrangers autorisés par an sur les écrans chinois. Bon, pour comprendre cette politique des quotas, bah, il faut faire le lien avec, par exemple, le fait que la Chine ou que les spectateuristes chinoises n'ont pas accès à Netflix, que la plateforme qui va être utilisée, c'est Iqiyi. Et donc, pour comprendre la stratégie d'Iqiyi, pour comprendre la politique des quotas en Chine, bah, il faut travailler sur les deux en même temps. Et il faut travailler sur cet écosystème, j'ai envie de dire, filmique, plus global. En tout cas, ça me paraissait assez important de travailler les deux. Ça me paraissait d'autant plus important que je suis sociologue de formation et que je m'intéresse beaucoup à la question des hiérarchies culturelles, des systèmes de valeurs, des questions de légitimation des formes. Et on observe de manière assez manifeste, hein, une espèce de redoublement des hiérarchies culturelles entre salles et plateformes, entre cinéma et audiovisuel, avec des noblesses plus importantes qui sont qui sont même assignées en fait à certains modes de diffusion ou à certains objets. Et donc ce redoublement des hiérarchies, des légitimités, c'était pour moi très très important. C'était aussi, bon, je ne sais pas si je devrais le dire vu qu'on est enregistré, mais c'était aussi lié, je voyais bien là que depuis le Covid et depuis la pandémie de Covid, les questions des journalistes ou les questions qui m'étaient posées par le grand public, ou en tout cas hors de la sphère strictement académique, c'était des questions sur la mort du cinéma. C'était vraiment quelque chose qui revenait, qui a mobilisé l'attention médiatique, l'attention journalistique. Et donc, il y avait aussi un enjeu de répondre un petit peu à ces questions-là, parce que je ne cache pas un certain agacement face à ces discours promouvant ou annonçant la mort ou le déclin du cinéma. En plus, ça culpabilise beaucoup, je trouve, les publics, ça rejoue les hiérarchies culturelles. Et donc, je voulais aussi nuancer un petit peu cette question de la mort du cinéma en travaillant, en historicisant un petit peu les relations entre les deux. Donc ça, c'était vraiment pour moi les trois choses, on va dire, importantes dans l'écriture de l'ouvrage et qui se sont traduits, je l'espère, à la lecture par voilà, une espèce d'attention, de nuance dans un certain nombre de propos. Alors en termes de présentation, j'ai noté parler du plan de l'ouvrage. Alors je vais vous parler du du plan de l'ouvrage que je ne connais pas par cœur, mais donc quand même j'ai quelques souvenirs. L'intérêt, c'était non pas de faire une partie sur chacun de ces éléments, parce que ça n'aurait pas eu de sens, hein, il fallait que ça infuse tout l'ouvrage, mais d'avoir quand même une progression. Donc l'ouvrage, il se décompose en 4 parties. Une première qui fait une espèce d'état des lieux, en fait, qui fournit aussi à un public qui est peut-être moins spécialiste du cinéma, quelques indicateurs, qui parlent par exemple du Nigeria alors qu'on n'en parle jamais. Par exemple, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur salle versus plateforme. Parler du Nigeria, si on est concentré que sur l'exploitation en salle, on n'en parle pas. Le continent africain, il brille par sa pauvreté du parc de salles, par des modes de diffusion qui s'affranchissent en fait de l'exploitation traditionnelle en salle. Donc forcément, si on se concentre que sur les salles de cinéma, on évacue complètement la question nollywoodienne, la question nigériane, alors que c'est en termes d'influence sur le continent africain, mais pas que, énorme. Énorme. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important. Donc, on a une première partie comme ça qui fournit quelques indicateurs, qui fournit quelques chiffres, quelques clés qui me semblaient importantes. La deuxième partie, elle est plus sur les politiques publiques et les stratégies industrielles, avec la volonté à la fois de bien séparer les deux, parce que c'est important, je trouve, qu'on ne fasse pas de confusion entre ce qui est une stratégie des acteurs privés des industries, c'est-à-dire des studios, des acteurs socio-économiques qui vont mettre en place des stratégies, des politiques industrielles, et ce qui relève d'une action étatique. On entend beaucoup parler
voilà, le cinéma français qui serait payé par nos impôts, la censure d'État. Alors, on n'en parle pas trop pour la France, mais pour un certain nombre de pays, bon, je trouve que tout ça participe d'une espèce de grand magma, de grand gloubi-boulga, qui souvent ne correspond pas à la réalité socio-économique. Donc, il fallait bien, à mon sens, réattribuer en fait les rôles de ce qui relevait d'une stratégie des acteurs industriels et d'une stratégie plus étatique, soit protectionniste, soit libérale, soit un peu des deux. Mais voilà, de redonner à César ce qui était à César. La troisième partie, elle est un petit peu différente. Elle est peut-être celle qu'attendaient le plus les lecteurs ou lectrices en ouvrant un livre géopolitique du cinéma, puisqu'elle porte plus sur la question des représentations, sur la question de la propagande. Alors que ce soit une propagande, moi, je ne prends pas ça comme un gros mot, hein, propagande. Je sais que c'est un terme qui est très chargé symboliquement, mais je n'y mets pas, moi, cette charge symbolique. Donc, c'est une partie dans laquelle je vais m'intéresser, par exemple, à la représentation de l'ennemi dans le cinéma hollywoodien. C'est très intéressant parce qu'en gros, vous prenez la figure de l'ennemi dans les films hollywoodiens. Si on historicise ça, on a une histoire géopolitique des relations entretenues par les États-Unis avec un certain nombre de puissances ou de pays étrangers. Je travaille aussi sur la représentation des minorités ethniques dans le cinéma chinois, qui sont des choses qu'on discute finalement assez peu en France quand il s'agit de parler de cinéma, mais qui sont extrêmement importantes aujourd'hui, hein. Je rappelle que la Chine, il y a une partie là-dessus, bah, c'est un marché qui est en train d'exploser en très très peu de temps. Quand j'ai commencé à donner cours, je dis ça comme si j'avais 85 ans, ce qui n'est pas le cas, mais quand j'ai commencé à donner cours, très honnêtement, je ne parlais pas de la Chine dans mes amphis d'économie du cinéma, ou très très peu. Je parlais beaucoup du Japon, mais je parlais peu de la Chine. La Chine, aujourd'hui, c'est plus de 80 000 écrans. Donc, il s'agissait de voilà, donner aussi une place à cette cinématographie-là. Donc, c'est une partie, mais bon, je parle aussi de la propagande anti-avortement des évangéliques, par exemple. Donc, c'est une partie peut-être un peu plus historique, même si j'ai le sentiment que l'historicisation, elle est aussi présente dans les autres parties. Et une quatrième partie, bon, que je développe peu là parce qu'il me semble que j'en ai un petit peu parlé, qui est vraiment sur la question des plateformes, dans laquelle je reviens sur les enjeux de régulation publique, sur les enjeux de diversité aussi, parce que bah voilà, je donne cours à la fac, je suis en contact avec des étudiants et étudiantes et je vois bien que c'est des choses qui sont importantes, discutées, que beaucoup de mes discussions avec les étudiants et étudiantes tournent autour de mais madame, est-ce que vous trouvez que Netflix, ils sont progressistes? Est-ce que vraiment d'avoir plus de personnages LGBTIQ+, dans les productions Netflix, c'est bien? Ou est-ce que c'est du queerbaiting? Bon, donc il s'agissait un peu voilà, de discuter un petit peu de ça, de fournir quelques éléments, de contextualiser. Et je finis un petit peu sur les enjeux climatiques, mais malheureusement, ça c'est peut-être mon regret. J'aurais aimé pouvoir en parler plus, mais voilà, contrainte éditoriale aussi, on a un nombre de signes pour pouvoir rendre l'ouvrage. Donc c'est des choses que j'ai un peu moins développées que la question de la diversité culturelle. Moi, j'ai le sentiment de vous avoir dit tout ce qui était important pour moi sur l'ouvrage. Je peux vous dire quelques mots, si vous voulez, très rapidement, mais plus en forme de perche ou de lancement d'échanges. Voilà, on m'a demandé de dire quelques mots de mon parcours dans la recherche. Je vous donne quelques clés biographiques que je jette comme ça. J'ai 39 ans. Alors, je ne vais pas non plus vous faire un profil ou une page Wikipédia, hein, mais j'ai 39 ans. J'ai soutenu ma thèse en 2011 à la Sorbonne Nouvelle. C'était une thèse en sociologie de l'art et de la culture que j'avais faite sous la direction de Laurent Creton, qui est économiste du cinéma, spécialiste du cinéma français, qui lui-même d'ailleurs vient des sciences de gestion, en fait, qui avait fait sa thèse, je crois, avec Jacques Attali. J'ai fait ensuite un postdoc au LabEx ICA, qui m'avait permis un petit peu voilà, d'ouvrir mes champs de recherche, et j'ai été élue maîtresse de conférence à Montpellier. J'étais parisienne à l'époque, donc Montpellier, c'était très exotique pour moi, en 2014. Et je m'y plais beaucoup. J'ai passé mon HDR, l'habilitation à diriger des recherches, en 2020, à partir d'une grosse enquête sur les prix et les festivals de cinéma, ce que j'appelle l'économie récompensatoire, c'est-à-dire en fait le rôle de ces prix, de ces festivals, justement dans la circulation internationale des films. Et j'ai été élue professeure des universités. Je le dis parce que c'est tout récent, donc je suis encore dans la joie, là, il y a quelques mois. Donc
c'est mon nouveau poste, mais c'est fait dans l'université où j'enseignais déjà comme maîtresse de conférence. Donc, je suis restée dans mon université de cœur, dirons-nous. Et je vous incite à faire ce très beau métier qui est le métier d'enseignant, enseignante-chercheuse, même si je dois dire que les conditions de travail se sont fortement dégradées. Merci beaucoup pour cette super présentation, c'était très très clair et limpide. Si vous voulez, on va passer aux questions. Moi, j'avais une question justement pour prolonger un peu la réflexion sur la géopolitique du cinéma. On a vu qu'il y avait certains scandales ces derniers temps. Alors, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le monde du cinéma, évidemment. Mais ce qui m'avait marqué, c'était la polémique sur Barbie, notamment, avec cette histoire de carte qui avait été, enfin, qui était assez problématique, qui représentait justement la Chine et les territoires potentiellement annexés. Le cinéma, comme vous montrez dans votre livre, a toujours été aussi à partir du moment où on fait de l'image, on peut forcément représenter des choses. Mais est-ce que justement, le fait de vouloir passer par des blockbusters pour éventuellement revendiquer des choses, est-ce que c'est pas finalement dangereux pour le film? Parce que je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas justement une logique économique là-dedans à vraiment revendiquer quelque chose de potentiellement polémique. Oui, alors, bon, là, sur Barbie, je suis pas sûre que ce soit une revendication vraiment, de l'équipe du film de dire, «Oui, oui, la mer de Chine», voilà, je pense pas que ce soit une revendication géopolitique, ne serait-ce que, bah, comme vous le dites, il y a des enjeux économiques plus forts. J'ai tendance à penser que le capitalisme n'a pas de morale, et que l'enjeu n'est pas tellement de revendiquer, ou de consolider une position géopolitique que de ne pas risquer la circulation du film sur les différents marchés pour en empêcher, pour empêcher la rentabilisation des investissements. Donc je crois que là, c'est vraiment une bourde, en tout cas une bourde. Peut-être pas complètement une bourde, au sens où, si le cas a été discuté, c'est-à-dire que s'il y a un moment, il y a quelqu'un qui a dit: «Mais attends Jean-Michel, est-ce que tu es sûr que cette carte, on la propose comme telle? Est-ce que tu ne crois pas que ça va me poser problème?» Je crois que Jean-Michel a eu je dis Jean-Michel, bien sûr ça peut être quelqu'un d'autre. Je crois que Jean-Michel, a eu l'intelligence, économique de dire: «Mais je vous rappelle, chers amis, que la Chine est le premier marché extérieur des États-Unis et que donc si on devait, prendre position sur ces revendications en mer de Chine, bien, on a plutôt intérêt à suivre les revendications, chinoises que, celles du Vietnam, par exemple. Donc je pense que c'est rarement une vraie revendication. On a plein d'autres cas, comme ça alors pas tellement de censure, hein, parce que là, bon, le film, par exemple, a été interdit, Barbie a été interdit d'exploitation au Vietnam, bon, il a été interdit dans d'autres territoires pour d'autres raisons, mais en général, donc là, je parle vraiment des acteurs privés, hein, je parle pas des positions étatiques. Les acteurs privés du cinéma, en général les équipes de production, mais souvent les distributeurs et distributrices, veulent protéger la circulation des films, donc sont tout prêts à pratiquer, par exemple, une forme d'autocensure. Il est beaucoup moins risqué de couper un plan, ou d'enlever quelque chose. On a des cas comme ça de, films chinois ou de films plutôt, pardon, de films nord-américains qui ont été, distribués en Chine, pour lesquels j'ai plus le titre du film, là, ça m'échappe, mais sur lequel on avait, même un film indien très récemment, un film de Rajamouli, il y avait un drapeau tibétain en fond de champ dans une manifestation. Bon, il a été plus simple de couper, la séquence que de prendre le risque d'une interdiction, d'exploitation. Donc, de manière générale sur la censure, et là pour le coup sur la censure non pas étatique, mais la censure, elle est de manière très, très majoritaire pratiquée par les acteurs privés. Il y a très peu de censure d'État, en fait, qui est pratiquée sur les films, par d'ailleurs la quasi-totalité des pays, parce que les acteurs privés vont préférer autocensurer leurs productions pour protéger le marché et pour protéger la circulation des films sur les marchés. Donc la plupart des systèmes de censure, en fait, dont on parle, hein, que ce soit, ce qui est administré aux États-Unis par la CARA, donc le système, ce qu'on appelle le rating system, c'est-à-dire cette classification des films par âge du public. Bon, bah, ça, par exemple, c'est pas du tout un système d'État, hein, c'est un système auto-administré par l'industrie pour éviter de se confronter, en fait, justement à une censure d'État, à des boycotts et cetera. Donc je crois qu'on utilise, en fait, et que les acteurs privés
Je parle bien du gros cinéma industriel, hein. Je ne suis pas dans des champs plus expérimentaux ou dans des formes peut-être un peu plus indépendantes, même si l'indépendance en termes socio-économiques, elle peut être discutée. Il y a peu d'intérêt à prendre des positions géopolitiques. Individuellement, ça peut être pris par certains auteurs, certaines autrices, mais ça va en général se heurter aux financeurs qui vont à un moment dire non. Est bien plus important la libre circulation de la marchandise filmique à travers le monde, quoi. Je suis pas sûre que ça réponde complètement à votre question, mais j'en ai profité pour parler de censure. Si, c'était vraiment ce qui m'intéressait, le choc entre la logique capitaliste et la diffusion des gros blockbusters. Maxime est de retour parmi nous. Est-ce que tu veux saisir la balle au bon? Donc ma question était par rapport aux droits d'auteur, donc la question des droits d'auteur des films. On sait notamment qu'il y a des gros enjeux sur la propriété intellectuelle avec la Chine pour tout ce qui est brevets, etc. Donc la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a des batailles juridiques internationales sur la propriété des films voilà, comment est-ce que ça peut avoir une influence sur le marché international du cinéma dans son ensemble? Oui, merci pour cette question. Alors, il y a des enjeux très importants. Je ne suis pas juriste, hein, donc je mets ce que je dis sous couvert de vérification approfondie par des collègues juristes, mais il y a, on va dire, deux modèles qui s'affrontent. Et je dis qu'ils s'affrontent, mais qui s'affrontent vraiment à l'échelle internationale. Le modèle nord-américain, qu'on va appeler le modèle du copyright, hein, où en fait les droits sont majoritairement possédés par les producteurs et productrices, par les détenteurs, les ayants droit, et un modèle plus européen, plus français, qui en fait découle d'une conception de ce qu'est l'auteur, l'autrice d'un film. Le droit français est très clair là-dessus, mais en matière cinématographique d'ailleurs, on a tendance à l'oublier, est reconnu comme auteur d'un film dans le droit français, non pas seulement le réalisateur ou la réalisatrice, je féminise parce que le droit français ne le fait pas, mais c'est important pour moi, donc pas uniquement le réalisateur, la réalisatrice, mais aussi le ou la scénariste, le ou la dialoguiste, le ou la traducteur, traductrice et compositeur, compositrice de musique à l'image. Donc techniquement, on a ces 5 professions-là qui sont détentrices du statut d'auteur ou d'autrice dans le droit français et qui donc peuvent prétendre à des droits sur l'œuvre. Prétendre à des droits sur l'œuvre, c'est d'autant plus important que, et ça c'est vrai d'ailleurs aussi dans le modèle du copyright, c'est le droit artistique, c'est-à-dire en fait ce que le droit va appeler, alors quand je dis le droit, c'est essentiellement le droit public, mais le Code de la propriété intellectuelle, le CPI en particulier, ça veut dire liberté artistique et donc en fait le director's cut, quoi, responsabilité juridique, droit de bonne fin, garantie de bonne fin de l'œuvre, mais aussi intéressement aux recettes. Et intéressement aux recettes, c'est comme à chaque fois, là on commence à taper un peu dans le nerf de la guerre, c'est-à-dire que ce n'est pas juste du symbolique et ce n'est pas juste du contrôle de la création, c'est aussi avoir une rémunération qui n'est pas que forfaitaire, d'une certaine manière, mais qui va dépendre du succès et des recettes générées par le film. Donc, il y a un enjeu qui n'est pas que symbolique là-dessus. Pourquoi est-ce que les modèles s'affrontent? Parce que, alors ça vient... on va dire que c'est difficile de répondre à cette question sans superposer ça avec un affrontement plus large de modèles de conception du cinéma. C'est-à-dire que c'est très lié à aussi une conception, je dis européenne pour être gentille, mais enfin plutôt française, liée à l'exception culturelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que l'art et la culture sont des marchandises spécifiques qui, en tant que marchandises spécifiques, doivent bénéficier d'un statut un petit peu différent, qui n'ont pas les exempts complètement d'une logique de marché, mais les protègent un petit peu dans la circulation marchande des biens. Et donc, les deux modèles copyright et droit d'auteur s'entrechoquent un petit peu, et on le voit, hein, par exemple, à l'échelle européenne, où il y a des discussions très très fortes sur cette question. La France essaye un petit peu d'imposer timidement, hein, et puis ça dépend des prises de position politique, mais essaye d'imposer ce modèle. Ça vient s'entrechoquer et se superposer à cette question de l'exception culturelle, c'est-à-dire en fait, c'est des positions politiques, mais même idéologiques, qui sont beaucoup plus larges. Donc oui, c'est des enjeux qui sont importants à l'échelle internationale. Pour l'instant, très clairement, le modèle du copyright est très, très largement dominant. Et
la défense des auteurs, autrices au sens français est plutôt portée en fait par les sociétés de gestion de droit, par les OGC, par les organismes de gestion collective, c'est-à-dire en France, essentiellement, alors les petits OGC ne vont pas être contents si je ne les cite pas, mais essentiellement la SACD, la SCAM et la SACEM. Alors la SACEM, on en parle beaucoup pour la musique, mais en fait c'est très important pour le cinéma, puisque c'est eux qui gèrent les droits musicaux, et pour le cinéma, c'est très conséquent. Hein. Sur une recette, par exemple sur un ticket, les droits SACEM, c'est quand même, je donne le chiffre de mémoire, donc il faudrait le vérifier, mais je crois 1,6%. Donc c'est pas rien. Sur certaines recettes, 1,6%, ça commence à être sympathique, quoi. Donc oui, il y a des enjeux très forts là-dessus, qui rejoint pas directement la question des brevets. Vous avez parlé, je crois, dans votre question, de la question des brevets. Sur le plan économique, l'enjeu financier, il est quand même vraiment là. Là, ceux qui occupent aujourd'hui, donc là, on peut parler Netflix, voilà, est-il transphobe ou pas? C'est très intéressant comme discussion, mais ils s'en fichent complètement. L'enjeu pour eux, là, c'est la possession des brevets, et notamment la question du cryptage, c'est-à-dire réussir à posséder la technologie, mais surtout les brevets sur la technologie de cryptage des images, qui permet une protection, d'éviter la contrefaçon audiovisuelle et ce genre de choses. Et là, il y a vraiment un enjeu économique majeur. C'est là que vont les investissements des studios. Si on prend les investissements des studios hollywoodiens, je ne vais pas vous donner les chiffres parce que je ne les ai pas et j'aime pas, je ne vais pas inventer des chiffres qui sont faux, mais si on prenait là les chiffres, les investissements des studios hollywoodiens, notamment des membres de la MPA, de la Motion Picture Association, qui est un peu le lobby, le MEDEF, on va dire, d'Hollywood, les investissements dans ces enjeux de possession de droits des brevets sont supérieurs aux investissements dans la production de films. Donc, c'est considérable. Merci beaucoup. Est-ce qu'on passe à la question de Claire et après je lirai les questions du chat? Oui, alors j'avais une question. Du coup, vous avez voulu aussi donc penser le cinéma un peu plus comme une industrie culturelle, donc plus d'un point de vue économique. Mais je voulais savoir d'un point de vue plus d'œuvre d'art, quelle influence en fait aurait le cinéma? Est-ce que c'est une influence qui serait différente du cinéma comme industrie culturelle? Et je pensais notamment au niveau des prix, des récompenses, de ce genre de choses, puisque c'est ça plutôt qui récompense le format artistique, on va dire. Pour le cinéma. Alors oui, l'influence, elle est même d'ailleurs peut-être plus là. Et j'ai envie de dire que c'est parce qu'il y a cette influence symbolique et artistique qu'il y a derrière des enjeux économiques. Parce que si on ne concédait pas, quand je dis concéder, c'est au sens social, hein, collectif, si on ne concédait pas socialement au cinéma une fonction vecteur de message, une fonction artistique, on n'aurait pas ces enjeux économiques qui en découleraient. D'ailleurs, on voit, je fais un parallèle avec l'industrie vidéoludique, avec le jeu vidéo, qui, ça y est, maintenant rapporte plus que le cinéma ou l'audiovisuel. Cette explosion du marché vidéoludique, vidéoludique, elle est directement liée à une légitimation relative, hein, relative du jeu vidéo. Donc, la question de la légitimation sociale et donc de la reconnaissance comme forme artistique, elle est très importante. Quand vous posez là la question des prix et des festivals, je serais très mal placée pour vous dire que ce n'est pas important. C'est vraiment important, ne serait-ce que parce que souvent, c'est une ouverture de marché. Par exemple, quand Le Voyage de Chihiro d'Hayao Miyazaki remporte l'Ours d'Or à Berlin en, je ne voudrais pas dire de bêtises, 2001. Bon, les fans de Miyazaki me corrigent si je me trompe, mais je crois bien que c'est 2001. Quand Le Voyage de Chihiro remporte l'Ours à Berlin, et que c'est le premier film à remporter, le premier film d'animation, pas juste le premier film de Miyazaki ou le premier film japonais, mais le premier film d'animation à remporter l'Ours d'Or à Berlin en 2001, ça ouvre la porte des marchés occidentaux aux films d'animation japonais. Quand, on peut prendre d'autres exemples, je suis en train d'en chercher très rapidement, mais il y a des enjeux très très forts. Si, un exemple un peu récent et qui fait le lien aussi avec des questions géopolitiques, en 2019, quand Parasite, donc film sud-coréen de Bong Joon-ho, que vous avez certainement vu, quand Parasite remporte l'Oscar, non pas du meilleur film en langue étrangère,
qui est un peu le quota de la diversité pour les Américains, parce que ça permet de récompenser les étrangers sans leur donner accès à la catégorie reine. Quand Parasite remporte l'Oscar du meilleur film, et pas juste l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, c'est un séisme dans l'économie récompensatoire, puisque c'est un signal très très fort alors de succès du phénomène Hallyu et de l'effort quand même financier conséquent que mettent les gouvernements, qu'ont mis les gouvernements successifs sud-coréens dans voilà, ce national branding en fait sud-coréen. Et c'est vraiment oui, une ouverture de marché pour plus largement toute la culture populaire, mais pas que, sud-coréenne aux États-Unis. Donc la question artistique, en fait, elle va précéder. Et souvent, c'est une espèce de préalable à une ouverture de marché au sens économique. Donc il faut que les films, mais les séries aussi, ça marche aussi pour les séries, il faut que les films soient reconnus comme forme artistique et il faut, là je prends un prisme très national à chaque fois en parlant avec des cinématographies nationales, mais on pourrait parler en termes de genre, pas au sens gender, au sens genre cinématographique, il faut, si vous voulez, qu'il y ait cette reconnaissance artistique et que les films soient jugés bons. Je ne vous donne pas mon avis, moi je travaille sur les systèmes de valeurs, donc je ne suis pas là pour vous dire ce qui est un bon film ou ce qui est un mauvais film. Mais il faut que le film soit jugé bon au regard d'une qualité artistique pour pouvoir aussi ouvrir un marché, être sélectionné en festival et permettre derrière, en fait, de mettre en place un canal de circulation des marchandises filmiques. Donc oui, c'est absolument essentiel et c'est nécessaire en fait à des ouvertures de marché. Et d'ailleurs, on le voit là avec la Russie. Les enjeux sur la sélection ou le boycott de cinéastes russes à Cannes, quand on voit que Ruskino, qui est l'agence, voilà, qui espèce de CNC, le parallèle n'est pas complètement juste, mais espèce de CNC russe, quand on voit que Ruskino, au moment de la deuxième invasion du Donbass en février là, de 2022, donc peu après, est désinvité du festival Sérimania, cette désélection en festival, alors c'est un festival de séries, mais cette désélection, elle a un enjeu très très fort aussi derrière sur la pénétration du marché russe pour les productions nord-américaines, mais en fait sur la circulation des films russes plus largement. Donc oui, c'est capital. C'est capital parce que justement, on parle d'une industrie culturelle et qu'on n'est pas en train de parler, je dis ça sans mépris, mais de l'industrie automobile ou de l'industrie laitière, et que ce sont des marchandises qui sont socialement considérées comme spécifiques. À raison, je crois, mais là, je sors un peu de mon rôle. Merci pour votre réponse. Donc, du coup, je vais vous lire les questions du chat. Première question, dans quelle mesure la France fait-elle usage aujourd'hui de cet outil de soft power? Eh ben, on a un très bon exemple là, ou deux très bons exemples. Je ne vais pas développer les deux parce que je vois que je suis trop bavarde. Vous avez, j'imagine, entendu parler du scandale de Justine Triet et de Anatomie d'une chute à Cannes. Bon, usage très clair. Cannes est en soi un outil de soft power. En termes économiques, Cannes, tout le monde s'en fiche. Ce qui est important, c'est le marché du film de Cannes. Ce n'est pas le festival de Cannes. En revanche, le festival de Cannes, il a une fonction qui n'est pas économique, qui est une fonction uniquement de soft power. Et d'ailleurs, c'est très intéressant si vous prenez la liste un peu chiffrée, on s'amuse à chiffrer un petit peu les nationalités sélectionnées et récompensées à Cannes depuis la création. Cannes s'est créé en 1939, le festival n'a pas lieu en 1939 pour des raisons qu'on suppose, la première édition c'est 1946, mais quand on regarde à partir de 1946, quelles sont les nationalités récompensées, très intéressant. À partir de 1946, c'est les films russes, et c'est les Russes qui vont remporter le plus de sélections en festival après 1946. Donc, oui, c'est un lieu absolument important, et la France se sert beaucoup du Festival de Cannes comme un outil de soft power. Deuxième exemple récent, mais vous voyez, j'avais dit que j'en parlerais pas, mais finalement j'en parle, c'est là, vous avez vu, je pense, le film qui a été sélectionné pour représenter la France aux Oscars, c'est La Passion de Dodin Bouffant, film de Tran Anh Hung. Il y a eu des débats parce que justement tout le monde attendait que ce soit Anatomie d'une chute. Bon, c'est vraisemblablement aussi pour des raisons politiques, je pense, très intéressant. Le film, le titre international de La Passion de Dodin Bouffant, là, qui arrive en salle là, je ne sais pas s'il est déjà sorti ou s'il sort ce mercredi, le titre international, c'est The Pot au feu. Bon, quand on titre un film français sur la gastronomie française The Pot au feu, on est dans une fonction de soft power très, très assumée. Je rappelle que Amélie Poulain était sortie sous le titre Amélie from Montmartre.
Parce qu'il y avait clairement une fonction carte postale, promotion du tourisme, promotion d'un art de vivre à la française. Et du coup, je vous lis la question de Lucien. Vous évoquez la Chine comme un marché essentiellement. Ici, elle réussit à imposer sa représentation géographique. La Chine est-elle aussi une grande productrice aujourd'hui? Oui, oui, alors c'est vrai que la Chine, ce qui est le plus visible ou le plus, je ne sais pas quel adjectif serait le plus approprié, mais le plus manifeste dans son évolution récente, c'est le parc de Salles. Parce que c'est aussi appuyé sur les investissements immobiliers du groupe Vanda et qu'on a vraiment une explosion du parc de salles qui est considérable. Donc, on a tendance à beaucoup parler des salles en Chine. Mais la production a quand même suivi, ne serait-ce que parce que quand vous êtes sur un pays, bon, vous avez, je ne sais plus, 1,4 milliard d'habitants ou d'habitantes en Chine de mémoire, quand vous avez un aussi gros marché avec une classe moyenne qui explose, donc de plus en plus de gens avec un pouvoir d'achat possible à investir dans la culture, qui est des salles, c'est très bien, mais comme vous avez des quotas, il y a un moment, il faut pouvoir alimenter ces salles. Il n'y a rien de pire que d'avoir des salles et des écrans sans film. Parce que c'est comme avoir un bâtiment qu'on n'utilise pas, il faut le chauffer, il faut payer les équipes, il faut quand même rentabiliser, donc il faut faire tourner. Donc il y a un moment, pour pouvoir occuper les écrans, il faut quand même avoir une politique de production conséquente. J'essaie de faire des réponses courtes maintenant, mais si ça se trouve, je suis peut-être trop lacunaire. Non, non, merci beaucoup, c'est parfait. Maxime a encore une question. Est-ce que vous avez le temps ou pas? Moi, c'est bon. Ok, nickel. Et bien alors, Maxime et ensuite Claire. Je me rapproche pour que vous puissiez m'entendre. Alors, ma question, ça porte sur les genres, parce que vous avez évoqué les genres cinématographiques. Et au niveau de la géopolitique du cinéma, ma question, ce serait de savoir si on trouve des constantes par zone géographique avec des genres qui sont plus populaires dans certains pays, dans certaines régions du monde, et comment est-ce qu'on arrive à l'expliquer d'un point de vue sociologique ou géographique. Alors oui, oui. Déjà parce qu'il y a des spécialisations. C'est-à-dire qu'on est rarement spécialiste de tout. Et donc, soit on est une industrie cinématographique très développée au sens historique, c'est-à-dire qui existe depuis longtemps. Quand je dis développée, ça veut dire qu'on a des studios, mais ça veut aussi dire qu'on a des gens qualifiés. Parce que c'est super d'avoir des usines, mais s'il n'y a pas d'ouvriers et d'ouvrières qualifiés pour faire tourner les chaînes de montage, ça ne sert à pas grand-chose. Donc, quand on existe depuis longtemps, on est doté de départements de cinéma dans les facs. On est doté de facs ou d'écoles de cinéma qui font qu'on dispose aussi de gens capables de produire. Simplement, on ne peut pas les former à tout non plus tout le temps. Donc, il y a des spécialisations nationales qui vont quand même se développer dans la plupart des industries. En fait, dans la plupart des industries, à part peut-être les 5-6 plus gros marchés qui vont avoir pu développer des spécialisations studio par studio. Parce qu'on a suffisamment d'acteurs privés pour que chacune, je ne vous refais pas l'histoire du classicisme hollywoodien, mais bien sûr, la Warner, elle fait des films de gangsters, la Fox, elle fait des grands films avec des filles qui sautent dans des piscines. Bon, il y a une spécialisation générique par studio. À l'échelle nationale, oui, par exemple, le Japon. Le Japon, s'ils arrivent à maintenir et à conserver une part de marché du cinéma national, c'est-à-dire la force de son propre cinéma sur son propre sol, s'ils arrivent à conserver une part de marché du cinéma national aussi fort, c'est aussi parce qu'il y a une spécialisation dans l'animation qui, est très demandée par les publics japonais, mais qui aussi est ce qui s'exporte. C'est-à-dire qu'on le voit là, je parlais de Miyazaki tout à l'heure, mais on peut parler de Makoto Shinkai. Les films de Makoto Shinkai, aujourd'hui, si ça s'exporte et si ça génère autant d'entrées dans les salles occidentales, c'est aussi parce qu'il y a une espèce de label japonais sur la Japanimation qui joue un rôle. L'horreur sud-coréenne. Il y a une spécialisation là-dedans qui font qu'il y a aussi une demande un petit peu pour ces ancrages-là. Bon, mais on pourrait le faire, on pourrait multiplier les exemples. J'aime beaucoup les films de lutteurs masqués mexicains des années 60-70, les Santa, etc. Mais oui, ce que vous dites est tout à fait important. Et c'est aussi parce que c'est redoublé d'une logique capitaliste. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on veut vendre, on ne peut pas en fait vendre tout à tout le monde. Donc, il faut segmenter le marché.
Et la catégorisation générique, c'est un moyen très, très efficace de segmenter des marchandises artistiques. On le voit, hein, vous rentrez dans n'importe quel Fnac, les rayons sont organisés par genre, ça vaut pour la musique, ça vaut pour le jeu vidéo, vous allez aimer le survival ou le FPS. Je suis désolée, je suis un peu gameuse, alors je prends un peu d'exemples vidéoludiques, mais oui, c'est essentiel d'un point de vue capitaliste encore pour segmenter le marché, doper les ventes, fidéliser des spectatorats. Oui, merci. Alors, j'avais une question à propos des remakes, en fait, de films ou alors même de séries. Du coup, je pense par exemple à La Famille Bélier qui a été repris au cinéma aux États-Unis, mais surtout, en fait, à toutes les séries en Asie qui sont extrêmement reprises, en fait, d'un pays à l'autre. Je pense notamment à Boys Over Flower, qui est à l'origine japonais, je crois, qui a eu des remakes ou alors c'était chinois, je ne sais plus, qu'il y a eu des versions chinoises, qu'il y a eu des versions coréennes, etc. Et je voulais savoir un peu ce que c'était la signification sociale, en fait, de faire ce remake-là, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes codes culturels, il n'y a pas forcément les mêmes transpositions qui peuvent se faire. Du coup, je voulais savoir. Voilà. Alors, bon, je ne connais pas l'exemple là que vous me citez, donc je ne pourrais pas rebondir sur cet exemple-là, mais il y a plusieurs raisons. Si on prend les Américains, je vais dire un truc qui va sonner très anti-américain, mais ce n'est pas du tout le but, hein, de faire de l'anti-américanisme primaire. Mais les publics américains, la part de marché du cinéma, mais même des séries, hein, étrangères aux États-Unis, c'est moins de 1%. Donc, si vous voulez à un moment distribuer quelque chose, il est beaucoup plus rentable de refaire à l'américaine un film que d'acquérir les droits d'un film ou d'une série étrangère pour la diffuser aux États-Unis. C'est-à-dire que même l'argent que vous allez mettre en production du nouveau film, ce sera rentable pour vous par rapport en fait d'avoir acquis un catalogue ou une série ou un film étranger. Donc, il y a cette question de conformation aux attentes des publics. Il y a aussi, ça permet d'éviter les coûts liés au doublage ou au sous-titrage. Alors, pour les États-Unis, ce n'est pas très cher au sens où il suffit, enfin, je dis il suffit, de doubler ou de sous-titrer en anglais. Mais si vous voulez distribuer votre film ou votre série en Inde, il faut au minimum la doubler en hindi, en telugu, en tamoul, en bengali. Enfin, je veux dire, il y a un moment, en fait, ça va quand même commencer à chiffrer un petit peu. Donc, des fois, c'est beaucoup plus simple de refaire que de simplement acquérir. Donc, il y a une question sociale de conformation au goût des publics, il y a une question économique de rentabilité. En fait, c'est moins cher. Et il y a l'adaptation quand même aux règles sensoriales ou aux traditions. On voit par exemple sur la question de l'export, sur les séries, que les séries circulent beaucoup dans des espaces qui respectent les mêmes réglementations. Pourquoi est-ce que le cinéma indien ou les cinémas indiens, pas tous, mais une partie des cinémas indiens, une grande partie des cinémas indiens sont très consommés au Bangladesh, mais aussi dans une partie du Mashrek, dans une partie du monde arabo-musulman? Parce que les règles de censure mises en œuvre par les industries indiennes, par la plupart des industries indiennes, collent avec les règles de censure, j'en sais rien, dans un certain nombre, il faudrait que j'ai des exemples un peu précis, là j'en ai pas en tête, mais avec un certain nombre de pays du monde arabo-musulman. Donc, remaker, c'est aussi un moyen des fois, quand on ne peut pas juste importer, de s'assurer que ça va correspondre aussi aux règles institutionnelles qui sont en vigueur dans le pays, dans le marché final, quoi, dans la destination finale, pour faire un petit jeu de mots cinématographique. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. C'était vraiment génial de pouvoir prolonger la lecture du livre en parlant directement avec l'auteur. C'est un exercice qu'on aime particulièrement à l'ORI. Merci beaucoup pour vos réponses parce que c'était vraiment très très clair, plus en lien avec nos études. Donc ça, c'est vraiment top. On vous tiendra informé de la suite des événements. En tout cas, merci beaucoup. Et moi, j'avais une question pour terminer. Est-ce qu'on arrivera peut-être à une géopolitique du jeu vidéo ou quelque chose comme ça? Oui, il y a un certain nombre de collègues qui sont spécialistes du jeu vidéo et j'espère que ça donnerait lieu à un livre en tant que tel parce que en plus en ce moment là il commence GTA 6 arrive, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à dire sur la géopolitique du jeu vidéo. En tout cas, je lirai le livre qui sortira. Mais comme je lirai d'ailleurs les livres sur la géopolitique du rugby et sur la géopolitique là, sur les otages que j'ai trouvés. Enfin voilà, vous avez attiré mon intérêt sur ces ouvrages et je vous remercie beaucoup pour ça.
Merci beaucoup et bien bonne soirée à tous.